Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Iris Cotreau-Lejeune. Après avoir travaillé dans la communication, Iris est devenue sommelière, puis a ouvert Maison Lejeune Bordeaux, une épicerie fine et caviste bio de produits de Nouvelle-Aquitaine. Avec une mère qui travaille dans la communication, Iris se dirige tout naturellement vers des études dans la com, à l'EFAP. Elle réalise ses premiers stages auprès d'une attachée de presse qui travaille pour des clients dans le vin. C'est le coup de foudre. Elle tombe amoureuse de l'univers viticole. Elle part ensuite 1 an à New York et travaille pour des cavistes. À son retour en France, Iris se dirige vers un master spécialisé dans la communication dans le vin. À la fin de ses études, elle devient finalement sommelière pour en apprendre davantage sur le vin qui la passionne. Iris a fondé Maison Lejeune Bordeaux en 2022, il y a un peu moins d'1 an. Une épicerie fine et caviste bio de produits de Nouvelle-Aquitaine située au 62 rue Bouffard à Bordeaux. Alors avec Iris, on a évoqué son job dans la communication, son année à New York, sa passion pour le vin, la place des femmes dans le vin, milieu très masculin, comment elle a décidé d'ouvrir Maison Lejeune Bordeaux en hommage à ses grands-parents et le roller coaster de l'entrepreneuriat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Iris. Bonjour Iris, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Salut, merci beaucoup de m'accueillir Claire-Vie, c'est super de se rencontrer aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je tiens une épicerie fine et cave à vin qui se situe à Bordeaux qui s'appelle Maison Lejeune. Et alors, tu n'avais pas du tout fait des études dans le vin avant, tu avais fait plutôt des études dans la communication. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu avais choisi tes études et puis un peu ton parcours avant d'en arriver là ? Oui, bien sûr. Donc j'ai commencé par des études de communication à Paris. Il se trouve que ma mère était dans la communication et c'est vrai que pour moi, ça a été un choix assez naturel. Et surtout que ce que j'aimais bien avec la communication, c'est que tu pouvais faire de la com, mais tu pouvais faire plein d'autres choses à côté. Tu pouvais te spécialiser après dans une branche ou dans une autre. Et il se trouve que pendant ma 3e année d'études, j'ai fait un stage dans une agence de presse qui avait comme client une marque, une coopérative alsacienne de vin. Et en fait, j'ai découvert le vin à cette occasion-là et j'avais une super maître de stage qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans cet univers du vin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Et en 4e année, je suis partie à New York faire mon master 1. Et c'est à New York où vraiment je me suis dit, il faut absolument que tu mettes encore un de tes pieds dans le vin pour approfondir tes connaissances, pour en savoir plus. Donc j'avais 2 stages à faire au cours de mon année scolaire. Et j'ai fait donc un premier stage chez une entreprise française qui était dans le vin dans les vins du Languedoc-Roussillon. Et mon second stage, ça a été chez un importateur de vin français. Et en fait, j'étais vraiment convaincue par ce milieu-là. Même si c'est un milieu assez masculin, c'est vrai que moi, je voyais plein de belles opportunités. Et en rentrant en France, justement, j'ai décidé de faire un master spécialisé dans les vins et les spiritueux pour justement approfondir mes connaissances, pour apprendre à déguster et vraiment en apprendre davantage sur la filière parce que finalement, j'étais assez novice. Enfin, je me rends compte avec pas mal de recul aujourd'hui. Et du coup, comme école, t'avais fait l'EFAP, donc c'est quand même une super école de communication. Et t'avais quel projet à ce moment-là? Souvent, on fait l'EFAP quand on veut être journaliste, non? Donc, qu'est-ce que tu avais en tête à la base quand t'as fait cette école? Écoute, j'avais pas vraiment de métier en tête. C'est vrai que la communication, comme je te disais, je l'ai choisie un peu par facilité, parce que ma mère ayant été dedans depuis toujours, je m'imaginais bien faire un métier comme celui de ma mère. Mais j'avais jamais imaginé quel type de métier je pouvais faire. Ma mère, elle était dans l'automobile et j'ai fait mes premiers stages un peu dans l'automobile justement parce que c'est un milieu qui me plaisait beaucoup depuis que j'étais petite. Et puis finalement, tu vois, quand j'ai rencontré le vin, ce qui m'a attirée, c'est vraiment d'avoir toujours plus de choses à apprendre. C'est-à-dire que chaque année, tu dois et tu peux renouveler tes connaissances. Il y a toujours
tellement de choses à savoir, que ce soit sur les cépages, les méthodes de fabrication. Là, il y a beaucoup de nouveaux vins sur le marché, les pétillants naturels, les vins oranges. Du coup, c'est un puits de connaissances qui est tellement grand que je me suis dit, au moins, je m'ennuierai jamais. Ouais, c'est stimulant, ouais. La remarque que je me suis faite, ouais. Et comment ça s'est passé ton année à New York? Ça t'a plu? Oui, beaucoup. Oui, franchement, c'était un rythme très intense, dans le sens où New York, c'est vraiment la ville qui ne dort jamais et c'est toi non plus, tu ne dors jamais. Enfin, c'était vraiment ça. On enchaînait, que ce soit nos journées de cours, nos journées de stage parce qu'on avait sur une semaine, on avait 3 jours de cours, il me semble, et 2 jours de stage le soir, on sortait dîner avec des amis, on allait en boîte. Enfin, voilà, j'avais 21 ans, j'étais à New York, donc j'ai bien profité. Et quelle différence tu vois sur la façon de travailler là-bas, puisque tu as travaillé dans un domaine qui est similaire, donc c'est assez facile de comparer. Quelle différence tu vois entre voilà, la façon de travailler à New York et en France? Euh, Dans ma première entreprise, je travaillais avec des Américains, donc c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui est différent. On avait un mode de fonctionnement qui était assez tranquille dans le sens où je trouvais que les filles qui travaillaient avec moi le matin arrivaient pas forcément toujours à l'heure, comme en France où vraiment tu as des horaires qui sont assez stricts, on va dire. C'est vrai qu'elles arrivaient quand elles voulaient, elles repartaient quand elles voulaient, mais je trouvais que ça se voyait qu'une fois que le travail était fait, tu vois, elles n'allaient pas rester à se tourner les pouces. Ça, c'est vrai que c'est une mentalité qui m'avait beaucoup plu, de pouvoir quitter le boulot à 5 heures pour aller profiter d'un rooftop ou tu vois, juste de la vie new-yorkaise qui t'offre quand même beaucoup de musées, de culture, etc. Donc ça, j'avais beaucoup apprécié. Après, dans ma seconde entreprise, on n'était que des Français, donc c'était vraiment à la française. Mais c'est plus le rythme de vie que j'ai aimé, le fait de jamais s'arrêter en fait. Ça, c'était assez fascinant pour moi. Et puis j'avais l'énergie pour, entre guillemets, à 21 ans de me faire des journées de, je sais pas, 18 heures, de dormir 4 heures et de repartir. Enfin, c'était... Maintenant, je suis plus capable, mais ouais, non, c'était assez cool. Et donc, tu as fait un master en rentrant dans le vin. Et comment ça s'est passé après, voilà, la fin de tes études? Écoute, ce master, en plus, j'ai choisi de le faire en anglais parce que rentrant de New York et d'une année exclusivement en anglais, je me suis dit que je voulais faire un master en anglais et il se trouve qu'ils ouvraient ce master à Cage en anglais, qui est un master donc management des vins et spiritueux. Donc, tu avais 6 mois de cours et 6 mois de stage. Mon stage, justement, je l'ai fait dans une agence de communication à Bordeaux qui était en contact avec des maisons de cognac, avec des vignobles bordelais, etc. Donc j'ai énormément appris là-bas. Et après ça, je m'étais toujours promis à la fin de mes études de partir au Club Med pour voilà, me faire une saison un peu pour m'amuser avant de rentrer vraiment dans la vie active. J'ai été sommelière au Club Med de Val d'Isère pendant 6 mois à peu près. Ça, c'était une expérience, c'était mi-boulot, mi-soirée, c'était vraiment sympa. Donc, ça, c'était mon premier boulot vraiment, tu vois, dans le monde du vin, quoi. Ouais. Et comment ils ont réagi, ta famille? Parce que j'imagine que quand tu as diplômé d'un bac+5, ils réagissent pas forcément très bien au fait que tu veuilles aller dans un club med. Oui. Non, alors, ils me connaissent bien, ils savent que je suis quelqu'un quand même de très raisonnable. Enfin, tu vois, quand j'ai pris mais justement à la fin de cette expérience au Club Med, même avant la fin du contrat, j'ai trouvé un job à Bordeaux puisque j'avais gardé mon appartement en sous-loc j'avais trouvé un boulot à Bordeaux. Donc j'avais quand même la tête sur les épaules. Enfin, je l'ai toujours eu, tu vois. C'était comment dire. Enfin, le Club Med, je savais que c'était un temps. Si ça pouvait m'apporter plus, par exemple, être responsable de la cave du Club Med, ça pouvait être sympa, mais en fait, c'est un boulot, quand tu rentres dedans, il faut que tu saches que ça ne dure qu'un temps. Et mes parents m'ont beaucoup amené au Club Med quand j'étais plus jeune, donc je connaissais le fonctionnement j'avais envie d'avoir cette expérience, tu vois, de l'autre côté de la barrière, on va dire. Et c'était super. Je le recommande à tout le monde parce que ça fait vraiment une coupure entre le côté très scolaire que tu as à l'école et là, tu es dans la pratique de ton métier, mais d'une manière assez décomplexée et enfin, assez cool, quoi. Mais non, ma famille a bien réagi. Ils me connaissent, ils savent que je suis assez précautionneuse quand même.
Et donc après, alors ce qui est assez intéressant avec ton parcours, c'est que tu as fait à la fois de la communication dans le vin et sommelière. Comment ça s'est passé ton choix entre les deux? Parce que j'imagine que déjà ça a été un petit tournant pour toi de dire bon bah je vais pas seulement faire de la communication, je vais vraiment faire sommelière. Ouais. Écoute, donc je te disais mon premier stage, donc c'était de la com dans une agence de com à Bordeaux. Après, j'ai fait le Club Med pendant 6 mois et quand je suis revenue à Bordeaux, j'ai fait de la communication. En fait, j'ai participé à l'ouverture d'un hôtel et restaurant, dans le Sauternais, qui aujourd'hui a 2 étoiles Michelin. C'est un relais château, enfin, tu vois, c'est une très belle propriété et après ça, je me suis intéressée donc, enfin, je me suis un peu recentrée sur la sommellerie, déjà parce que alors j'ai mis beaucoup de temps à retrouver un travail après mon expérience à Sauternes, parce que à cette époque-là, je trouvais pas ce que je voulais. C'était un peu, enfin, les entretiens que je passais, c'était un peu à contre-cœur. Enfin, tu vois, je trouvais pas mon compte. Et je suis tombée sur une annonce qui recrutait des sommeliers pour un CDD de 6 mois chez Caudalie, au centre de Caudalie, tu sais, l'hôtel, enfin le palace qu'il y a pas loin de Bordeaux. Ils recherchaient des sommeliers au bar à vin et je me suis dit, c'est une bonne occasion de découvrir ce côté service qui m'avait déjà plu au Club Med, mais le Club Med, ça reste un monde à part. Enfin, c'est pas les codes de la restauration traditionnelle, on va dire. Et je me suis dit, en travaillant dans un palace, tu auras vraiment l'expérience du service dans un établissement de prestige. Et je me suis dit, c'est une très belle opportunité. Donc, j'y suis restée pendant 6 mois, donc du mois de juin au mois de novembre, ça c'était en 2019. Et pendant ce CDD-là, j'avais vraiment envie de voir toutes les facettes du bar à vin parce que je commençais à avoir une envie de créer un bar à vin. C'est en 2019 que ça a commencé, que l'idée a commencé à germer parce que je sais que j'ai toujours été très indépendante et en fait cette idée de bar à vin me paraissait assez, je sais pas, assez logique, tu vois. Enfin, c'était ce que j'aimais, la communication, je savais que j'allais pouvoir m'en occuper. Enfin, il y a plein de petites composantes qui se sont mises en place où je me suis dit, bon, c'est pas mal. Et pendant 6 mois, j'ai vraiment vu toutes les facettes du métier, aussi bien le service que le conseil, euh, aussi bien sur les vins que les champagnes, conseiller un client aussi en fonction du type de client. Du coup, j'ai aussi appris à rester la même, que ce soit un client qui ait moins les moyens ou les clients vraiment VIP. Tu vois, on a reçu des mannequins assez connus, etc. Et il fallait enfin, moi, je suis toujours partie du principe qu'il fallait les traiter comme tout le monde parce que, bah, on est tous égaux, quoi. Et en fait, c'est ce qui marchait bien et c'est ce qui m'a permis aussi de développer des relations avec eux. C'est que euh, certains clients, tu vois, ils sont pas hyper fans d'être traités un peu comme des rois. T'en as certains qui aiment ça pour flatter leur ego et d'autres s'en fichent complètement. Mais du coup, ça, je sais que ça plaisait beaucoup. C'est vrai que parfois c'est un peu gênant en fait quand on a le service qui est un peu too much. Oui, c'est ça. Et je pense que tu vois, ils venaient là en vacances, donc tu as aussi envie de te détendre et pas penser que t'es quelqu'un ou bon, comme je te dis, il y en a qui aiment ça, mais voilà, donc non, la sommellerie, ça m'a donné un bel aperçu et enfin, ma famille m'a toujours fait confiance en fait sur ces choix-là. Euh, et surtout à l'époque, je te dis, j'avais pas trop le choix. Enfin, ce qu'il y avait en communication dans le vin à Bordeaux, quand tu cherches un endroit précis, un métier précis, c'est assez difficile finalement. Alors que si tu as la capacité de te déplacer partout en France, de dire bon, je cherche à Dijon, Quimper, enfin tu vois, t'es pas fermé à bouger. Moi, je voulais vraiment rester à Bordeaux, quoi. Je savais que Bordeaux, enfin, c'est la ville où je me sentais le mieux, quoi. Et t'es bordelaise d'origine ou pas du tout? Non, j'ai grandi en région parisienne, à côté, bah, enfin, dans le 92 à Meudon, et quand je suis rentrée de New York, en fait, après un style de vie assez festif comme tu l'as compris. J'avais besoin de me poser un peu, de me canaliser et Bordeaux, ça faisait un bel entre-deux. Enfin, on appelle ça le petit Paris. Et c'est vrai que enfin, c'est une très belle ville. Euh, donc Bordeaux en fait avait toutes les qualités que je recherchais. C'est une ville à taille humaine. Tu peux tout faire à pied et en termes de vin, bon, c'est la ville où il faut être, je pense. Enfin, je me voyais pas habiter à Dijon. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que tu as pensé à faire un master spécialisé vraiment pour être sommelier ou tu vois quelque chose de très très pratique Mais c'est marrant parce que j'y ai repensé il y a quelques années, tu vois, en me disant que j'aurais, en fait, au lieu, bon alors je crache pas du tout sur mon bac+5, hein, c'est vraiment pas le but, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais aimé en savoir plus sur ce qu'on peut faire après le bac, enfin après le bac, après la troisième ou le brevet, tu vois, d'avoir une formation tout de suite beaucoup plus pratique, genre un bac pro, quelque chose. J'ai repensé en me disant, en fait, je pense que j'ai toujours été faite pour être entrepreneur dans un sens. Et pourquoi ne pas avoir pris le taureau par les cornes un peu plus tôt? Mais on nous rabâche toujours que faire des études, c'est bien, puis ça t'ouvre des portes, etc. Je suis d'accord, mais je pense que quand tu as vraiment une vocation, c'est bien aussi de se lancer dès que tu en as l'envie ou dès que tu en ressens le besoin. Et je pense que, tu vois, j'aurais peut-être pu commencer plus tôt, mais trop théorique. La sommellerie, c'est bien, mais je me voyais pas toujours en restauration. La restauration, c'est dur. Et du coup, je me suis jamais vue vraiment avec des horaires de restaurant, être sommelière. Je l'ai fait pendant un temps, j'ai vu ce que ça donnait, mais bon, de là à faire un master consacré à ça, tu vois, je suis pas sûre. Ouais. Et comment ça s'est passé justement t'as pas eu un peu des préjugés quand tu as travaillé comme sommelière en se disant à elle, voilà, elle a fait son bac+5, elle sait mieux que nous alors qu'elle a pas fait d'études. Enfin, tu vois un petit peu des a priori. Mais même pas forcément besoin du bac+5. Rien que le fait d'être une nana dans le vin, ta crédibilité, tu as besoin de la prouver un peu en permanence. Surtout quand tu travailles en restauration où c'est quand même un milieu particulièrement masculin. Oui, tu as toujours des petites remarques qui se font et oui, aussi le bac+, j'ai entendu qu'on me fasse des remarques. Après, bon, faut apprendre à passer au-dessus, quoi. C'est dur, hein, mais bah, il y a un moment où, enfin, en fait, c'est ta vie, c'est pas la leur, tu vois. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie aussi, mine de rien. Donc, ouais. Maintenant, j'ai appris à passer au-dessus, donc ça va. Mais parce qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Mais il y a eu des périodes où oui, bah, forcément, tu te remets un peu en question, etc. Tu doutes, quoi. C'est normal. Ouais. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui est peut-être un peu plus au début face à sa remise en question? Je pense que il faut vraiment se détacher du regard des autres. Après, tu vois, je suis personne pour donner des conseils dans le sens où même encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose avec lequel je me bats entre guillemets parce que bah par moment tu as un peu tes vieux démons qui reviennent et puis il y a des jours où tu te sens nul parce que tu es de mauvais poil et du coup tu te dis pourquoi je fais ça finalement alors qu'en fait le lendemain tu es encore plus convaincu que c'est ce pourquoi tu es fait. Mais le conseil que je pourrais donner, non, c'est de s'accrocher. En fait, faut pas trop se poser de questions et il faut s'accrocher. C'est vraiment deux choses que moi je me suis. Enfin, tu vois, c'est une discipline en fait dans laquelle il faut se mettre et après une fois que tu t'engages, bah faut assumer aussi ses choix, etc. Tu vois. Et tu as l'impression que ça évolue parce que, enfin, de mon côté, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes dans le domaine du vin. Justement, il y a un peu des associations qui se créent, des entrepreneurs féminins. Toi, tu sens une évolution? Oui, depuis que je suis rentrée. Encore, je te dis ça, moi, ça fait 8 ans que je suis dans le vin. Bah, justement, chez cet importateur de vin à New York, on était deux nanas et je crois qu'ils étaient une, une dizaine de mecs. Enfin bon, tu vois, c'était très lourd au bureau, quoi. C'était tout le temps des blagues grasses. Bon, tu vois, c'est rigolo par moment, mais bon, il y a des moments où tu te dis, bon, est-ce que vraiment c'est drôle, quoi. Mais je trouve qu'il y a une réelle évolution dans le sens où aujourd'hui, beaucoup plus de femmes dans le vin prennent la parole et sont reconnues. Et en ce moment, d'ailleurs, je lis un bouquin qui s'appelle In Vino Femina, qui est une BD. Je pourrais plus te citer l'auteur, je l'ai pas en tête. Mais c'est bien parce qu'elle met en avant justement toutes les femmes du vin, enfin toutes les femmes qui aujourd'hui, tu vois, font un peu bouger la filière. Et elle raconte aussi des choses qu'elle a vécues en tant que caviste ou en tant qu'entrepreneur dans le vin. Et c'est intéressant parce que tu te dis, ah, c'est marrant, on vit toute la même chose, mais par moment, enfin, t'en parles et ça choque pas et tu te demandes un petit peu, mais bon, je pense qu'il y a une réelle évolution
Et récemment, là, j'ai rejoint l'association Ladies Wine, qui est super. C'est des conférences, tu vois, sur le vin. J'y étais mardi, justement. C'était une conférence sur l'agroécologie qui était super intéressante. Et tu sens qu'il y a une vraie envie de faire bouger les choses. Donc ça, c'est top. Mm. Maintenant, il faut que ça se mette en place. Ouais. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que c'est un peu des associations de femmes, et après, ça va. Donc, par exemple, toi, je sais pas, dans l'idée, ça va être à destination des femmes, et je trouve que c'est pas forcément idéal ce côté. Il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Je trouve qu'on devrait peut-être plutôt montrer que les femmes, voilà, elles savent aussi bien, enfin, connaissent aussi bien le vin et elles peuvent aussi conseiller des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais Je sais pas ce que tu penses de ça. J'ai l'impression que ça fait un peu un cloisonnement, un peu les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et je trouve ça un peu bizarre. bah alors, tu vois, j'avais un peu cette théorie au début, avant d'aller à cette conférence, justement mardi, en me disant, bon, ça va être que des femmes ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément eu que des bonnes expériences avec des femmes, dans le sens où t'en as certaines qui se tirent dans les pattes, t'en as certaines qui, bah oui, sont pas bienveillantes tout simplement, et du coup, ça te laisse un peu des séquelles. Et j'avais un petit peu peur de cet univers. Et au final, je me suis rendu compte que quand tu intègres une association comme celle-là, c'est que tu as envie de faire bouger les choses, c'est que tu as envie de juste de créer un réseau féminin et de partager des problématiques qui te sont communes dans la filière dans laquelle tu travailles. Après, il n'y a pas que des problématiques aussi. Faut le mettre en avant, tu vois, parce que enfin, être une femme dans le vin, je trouve que c'est hyper justement gratifiant, on va dire, tu vois. Donc, il n'y a pas que des problématiques, et il y a aussi de très belles choses, de très belles rencontres. Et ça te permet aussi de te rendre compte du parcours de certaines. Et je trouve que bah, tu apprends toujours des autres, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Et alors, comment tu as eu le déclic pour créer Maison Le Jeune Bordeaux, hein, c'est ça le nom exact. Alors, comment tu t'es dit, bon, ça y est, maintenant, il est temps que je crée mon entreprise? Donc, comme je te disais, en 2019, j'avais déjà cette envie d'avoir un projet qui m'appartenait. Je ressentais ce besoin de créer quelque chose de toute pièce. Ça m'a toujours plu, en fait, de découvrir tous les aspects de ce métier-là. Initialement, en 2019, je voulais faire un bar à vin, et je voulais mettre en avant des vins étrangers. Et je suis partie en Europe de l'Est, justement, pour un peu m'inspirer de ce qui se faisait là-bas en termes de bars, etc. Donc, je suis partie toute seule pendant une dizaine de jours. J'ai fait pays au total. Et ça m'a beaucoup, tu vois, je voyais la carte des vins, je regardais comment étaient faits les bars, etc. Et je me disais, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Sauf que donc, je suis rentrée en décembre 2019. J'ai commencé à travailler sur mon projet. Et au moment, justement, où je cherchais mes locaux, le Covid est arrivé. Et donc là, gros coup de massue, ça a complètement, enfin vraiment, j'ai fait le deuil du projet pendant très longtemps parce que c'était très dur. Tu sais, tu en parles beaucoup autour de toi parce que tu es fière, tu dis: «Bah voilà, je me lance, gna gna gna», et en fait, ça m'est arrivé jusqu'à encore récemment de croiser des personnes. Bon, maintenant tout le monde sait que j'ai Maison Lejeune, mais il y a encore un an, je croisais des personnes qui me disaient: «Ah d'ailleurs, ton bar à vin, ça a donné quoi?» Tu sais, c'était 2 ans après, je me suis dit: «Ouais, bon, j'en avais peut-être un peu trop parlé», et et après le Covid, du coup, j'étais assez démoralisée. Je suis retournée travailler à Sauternes, dans le château dans lequel j'avais travaillé, donc de 2021 à 2022, on va dire. Et en fait, mon contrat avec eux a pris fin en février 2022, et j'ai recommencé à passer des entretiens, mais vraiment, et c'est là que je me suis dit, en fait, j'en ai marre du salariat. C'est-à-dire j'avais mon CV avait beaucoup de succès, vu l'expérience que j'avais eue, mais on me promettait des choses que je ne voyais jamais. On me promettait un poste, je ne voyais jamais la proposition de contrat. On me disait bon bah on va refaire encore 2 entretiens et puis on vous tient au courant, et puis on me tenait jamais au courant. Enfin, et là en fait il y a eu une fois où j'en discutais avec bah, justement on était en week-end chez mes beaux-parents, et j'en parlais avec la tante de mon compagnon, et qui elle est dans la reconversion. Et en fait, elle m'a mis un peu face à ma réalité en me disant, mais en fait, pourquoi tu ne le fais pas? Enfin, c'est un projet qui te démange depuis tellement d'années, il faut que tu le fasses. Et en fait, j'ai juste pris la décision de me dire, bon, ok, cette fois, je me lance, et cette fois, j'y arrive. Et je pense d'avoir connu un premier échec, entre guillemets, avec le bar à vin. Je me suis dit, bon, cette fois, tu vas vraiment faire quelque chose de concret.
Et le bar à vin, en fait, a évolué en épicerie fine et cave à vin. Déjà parce que j'ai complètement changé de rythme de vie. Avant, tu vois, j'étais un peu un oiseau de nuit. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, à 22 heures, je dors. Mais j'ai complètement changé là-dessus. Et en fait, j'ai envie de retrouver des horaires de bureau, entre guillemets. Enfin, ça m'avait manqué aussi quand j'étais en hôtellerie, en restauration. Bah, tu vois, tu travailles à des heures pas possibles, tu rentres, t'es fatigué, tu fais rien, t'as pas d'activité à côté. Enfin, c'est un monde qui est dur quand même. Et là, je me suis dit, non, voilà, j'ai envie de faire du 10h, 19h, de rentrer chez moi à dîner le soir. J'ai envie ouais, voilà, d'avoir une vraie vie à côté. Travailler le samedi, ça me dérange pas entre nous. J'ai eu l'habitude pendant pas mal de temps. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, bon, je me lance. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une question d'assumer ses choix, en fait. Et une fois que tu as pris la décision de le faire, faut avancer, quoi. Enfin, Et en termes de chiffres, une épicerie, ça fait autant de chiffres qu'un bar. Enfin, c'est. Bon, j'imagine que ça dépend, mais parce que je sais pas, je me dis que dans une épicerie, il peut peut-être avoir beaucoup de gens qui vont passer dans la journée, alors que parfois dans un bar à vin, peut-être des personnes elles vont pas forcément consommer et prendre une table et. oui, en fait, si tu veux, je pense qu'un bar à vin rapporte plus au quotidien en termes de recettes, mais l'investissement est plus gros. C'est-à-dire que le bar à vin, je devais embaucher un chef pour le bar à vin, ça m'aurait forcément coûté plus d'argent au quotidien, il faut une trésorerie qui est un peu plus importante. Donc, embaucher un chef, ça te coûte forcément beaucoup plus d'argent. Il faut une trésorerie plus importante dès le départ. Donc, c'est un investissement, je pense, qui est différent au départ. Et après, je pense que tu rentabilises mieux sur le long terme. Tous les jours, je pense que bah voilà, tu as des clients qui viennent, mais encore faut-il que les clients viennent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a tellement de facteurs qui vont dépendre de ça. Et donc aujourd'hui, tu travailles toute seule dans ton épicerie? Oui, j'aime la liberté d'être seule, de pouvoir gérer mon entreprise comme je le veux et comme je l'entends. Enfin, tu vois, c'est bête, mais quand je suis malade, bah, je me force aussi à y aller parce que, bah, en fait, si j'y vais pas, que j'ouvre pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, forcément, ça te fait des enjeux qui sont quand même assez importants, mais bon, c'est aussi la beauté d'avoir son entreprise, quoi. C'est que c'est la liberté que tu acquiers avec, avec tout, quoi. Enfin, Et quand tu as eu, donc quand tu t'es dit, bon, cette fois, c'est bon, je lance mon épicerie, quand tu t'es dit ça, combien de temps tu as mis à peu près à mettre en place Maison Le Jeune? écoute, la décision, je me rappelle très bien, je l'ai prise, c'était un week-end au mois de mai l'année dernière. Et je suis rentrée et pendant une semaine, j'ai bossé dessus parce que j'étais au chômage à l'époque, donc c'était, tu vois, j'avais le temps. Et j'ai toujours aussi voulu garder ce rythme, c'est-à-dire que tous les matins, je me lève à 7 heures, tu vois. Et ça me permet aussi d'avoir cette discipline. Je vais à 7 heures, enfin, je me levais à 7 heures, j'allais au sport. Après, je travaillais sur mon projet, donc j'ai fait mon business plan. J'ai affiné aussi un petit peu l'idée d'épicerie fine et cave à vin, parce que du coup, Maison Le Jeune, on est spécialisé dans les produits de Nouvelle-Aquitaine qui sont vendus enfin, qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc, il fallait que je trouve des producteurs, il fallait que j'aille rencontrer les producteurs. Et au mois de juin, j'ai commencé à chercher un local parce que entre-temps, j'avais rencontré mon expert comptable, j'avais rencontré mon banquier qui était prêt à me suivre. Et en fait, j'ai visité un local et c'était le bon local. Donc, tu vois, je pense que parfois les choses dans la vie sont quand même assez bien faites. C'est un local dans une rue que j'adore à Bordeaux. J'habitais juste à côté avant. Et tout s'est mis en place très rapidement. On a signé la promesse enfin, le compromis de vente, on l'a signé fin juillet et j'ai eu les clés mi-octobre, tu vois. Donc c'est allé très très vite entre le mois de mai et le mois d'octobre. En 6 mois, en fait, j'ai ouvert mon commerce. Mais c'est vrai que ça en surprend beaucoup et moi, en fait, je me rends pas compte, tu vois. Genre que j'ai mis que 6 mois, beaucoup mettent un an à trouver un local, etc. Après, peut-être aussi parce que c'est mon premier et que du coup, tu te prends moins la tête sur certaines choses que quand c'est ton deuxième commerce. Ouais, puis t'es peut-être plus impatient aussi. Ouais, exactement.
et tu fais moins attention à des choses. Il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles je ferais beaucoup plus attention, mais c'est pas grave, tu vois, c'est le premier et c'est encore plus challengeant justement de relever tous les défis en fait qui sont mis sur ton chemin, quoi. Donc, Et comment tu as fait pour financer justement? T'as fait appel à... T'as eu des prêts oui, j'ai eu 3 sources de revenus, on va dire. J'avais un apport personnel donc de ma part. J'ai fait aussi une cagnotte en ligne, hein, tu sais, avec le site KissKissBankBank, sur laquelle j'ai récolté 10 000 euros. Et après, j'ai fait un prêt du coup qui m'a aidé à financer le fonds de commerce et les travaux du fonds de commerce, enfin, du local, quoi. Donc 3 sources différentes d'argent. Et tu recommandes de faire la cagnotte? Ça fonctionne bien? Alors, la cagnotte, ça a été un grand débat. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je suis moins, comment dire, je suis moins dure que ça. Mais c'est vrai que la cagnotte, je trouve ça super pour faire connaître ton projet. Parce que tu vois, il y a des personnes que je connaissais pas du tout qui ont participé. Notamment des personnes qui sont venues à la boutique en me disant ah bah voilà, on avait participé à votre cagnotte, c'est exactement nos valeurs, ce qu'on défend, etc. Et donc c'est super. Après, forcément, quand tu lances un projet comme ça, tu as forcément des attentes envers quelques personnes. Ces personnes vont pas forcément remplir tes attentes et du coup, ça te fait voir des choses que tu n'avais peut-être pas voulu voir. Tu vois, Ah oui, tu veux dire que ton entourage a pas forcément participé à la cagnotte et que du coup, tu as eu un peu des déceptions? j'ai eu quelques déceptions. Après, voilà, toutes les personnes qui devaient être au rendez-vous l'ont été, tu vois, et là-dessus, il n'y a pas eu de gros problèmes, mais il y a certaines personnes que j'attendais un peu, entre guillemets, au tournant et qui m'ont un peu déçue, tu vois. Bon, après, sur le coup, je le prenais beaucoup, beaucoup à cœur. Aujourd'hui, avec 8 mois de recul, bon, tu vois, ça va. Mais bon, il y a quand même, je suis un peu rancunière dans la vie. Du coup, forcément, ça te laisse un petit goût amer parce que tu as des attentes. Mais c'est là que tu te dis, bon, faut peut-être pas avoir trop d'attentes finalement. Mais je Ouais, le recommande en tout cas. ouais. Oui, c'est vrai que quand tu te mets un peu à nu, en fait, quand tu fais une cagnotte, parce C'est ça. que, ouais, il y a ce côté un peu, C'est ça. Bah, en fait, tu as l'impression de passer pour un gros lourd qui demande de l'argent à tout le monde. Tu relances les gens sur Facebook alors que tu leur as pas parlé depuis 5 ans. Mais enfin, tu vois, mettre 10 euros, c'est pas non plus, enfin, tu mets 10 euros dans ta plainte au bar, ça te dérange pas, bah, participe à un projet qui est cool, quoi, tu vois. Et bon, après, tu peux forcer personne et puis, bah, c'est comme ça, c'est pas non plus. Bon, après, tu passes à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que souvent les invités disent que c'est bien justement pour se faire connaître. Mais c'est vrai que personne n'avait abordé ce versant et enfin, c'est vrai que c'est forcément quelque chose qui arrive. Et alors, comment ça s'est passé quand t'as ouvert ta boutique? Comment tu t'es sentie? Franchement, trop bien, fière, bah, surtout de. En fait, Maison Le Jeune, c'est vraiment pour rendre hommage à mes grands-parents maternels. C'est eux qui ont beaucoup participé à mon éducation. Eux, ils étaient en Normandie, donc tu vois, j'allais passer beaucoup mes week-ends, mes vacances, etc. Là-bas. Et ils ont énormément participé à mon éducation. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu leur rendre hommage. Et donc, pour moi, le nom Maison Le Jeune, ça s'est même pas imposé, c'est que naturellement, je me suis dit, mais c'est pour eux, quoi, c'est pour papy et mamie. Et bon, ma grand-mère est encore là aujourd'hui, mon grand-père, il est décédé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et ouais, c'est émouvant parce que je sais que mes parents, tu vois, ça leur fait énormément plaisir que je rende cet hommage-là. Ma grand-mère aussi, quand je lui ai annoncé le nom de Maison Le Jeune, tout de suite, tu vois, elle était heureuse et fière et elle me remercie toujours, tu vois, d'être aussi enfin, autant une gentille petite fille avec elle, mais alors que c'est elle qui m'a tout donné, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un vraiment qui m'inspire au quotidien, etc. Donc pour moi, c'est un projet qui a énormément de sens. Et ouais, non, quand j'ai ouvert, enfin, c'est tellement des beaux souvenirs, tu vois, d'avoir. Bah, j'ai beaucoup de mes amis qui sont descendus de Paris pour me soutenir, qui ont fait leurs petits achats pour bah, tu vois, pour m'aider à me lancer, etc. Et c'est hyper touchant. On a fait la fête tous ensemble et ouais, c'est des souvenirs qui resteront gravés, tu vois,
à jamais, quoi. Et de se sentir à l'aise dans... C'est ton lieu, en fait, c'est ton travail. Enfin, c'est un accomplissement de malade, quoi. Ouais. Oui, c'est incroyable d'avoir son lieu à soi. Mais tu sais qu'il y a des matins où j'arrive et je vois que c'est chez moi, quoi. Et je percute pas encore que c'est à moi. Enfin, c'est assez... Enfin, j'ai pas encore le recul nécessaire pour me dire, ouais, j'ai ouvert mon commerce. C'est assez déroutant, finalement. Ouais. Oui, parce que je pense que comme tu dis, il faut pas trop se poser de questions, donc tu fonces un peu pour faire en sorte que ça ait lieu, mais Ouais. donc du coup, tu as aussi l'autre côté où tu peux pas réaliser parce que c'est tellement gros en fait que Ouais, ouais. c'est ça. C'est ça. Quand j'ai eu les clés, vraiment, je me suis retrouvée dedans. Je me suis dit, ok, enfin, on commence par quoi? Enfin, c'est quoi le... Il y a un moment où t'as tellement de choses à gérer, tu te dis, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et en fait, c'est naturel, tout se met en place naturellement. Et puis, bon, bah, tout roule sur des roulettes après. Mais c'est vrai que ouais, c'est une belle aventure. Ouais. Est-ce que t'as pour projet d'en ouvrir d'autres? Écoute, si enfin, tu vois, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup ouvrir alors, c'est vraiment très très ambitieux. Je me le souhaite, hein, mais on verra aussi comment ça se développe. J'aimerais ouvrir un peu des franchises Maison Le Jeune à travers la Nouvelle-Aquitaine, parce que étant une entreprise qui vend que du local, que de la Nouvelle-Aquitaine, que du bio, ça peut s'adresser à tout type de clientèle partout. Enfin, tu peux ouvrir à Poitiers, tu peux ouvrir à La Rochelle, à Biarritz, enfin, t'as plein à Pau, enfin, tu vois, t'as plein de villes sympas en Nouvelle-Aquitaine dans lesquelles tu peux ouvrir. Après, à voir si c'est un marché qui plaît jusqu'à Pau et à La Rochelle. Mais en tout cas, oui, moi j'aimerais franchise, je te dis ça parce que c'est le terme qui est un peu connu, mais ça peut être aussi des magasins indépendants, peu importe. Mais ouais, j'aimerais beaucoup ça. Et là, dans un plus court terme, j'aimerais bien aussi développer toute la partie B2B. Tu sais, je fais des coffrets cadeaux en fait pour les entreprises, pour justement leurs collaborateurs, pour leurs clients. Ça peut être très bien aussi pour un anniversaire, un départ. Et ça, toute cette partie B2B, j'aimerais vraiment la développer et être un peu celle à qui tu penses quand tu as des cadeaux d'entreprise à faire, parce que bah, en fait, c'est local, c'est bio et que c'est quand même des prix qui sont très abordables. Ça, j'oublie de le dire, mais c'est des prix qui sont très abordables et justement, tu vois, faut remettre un peu les choses à leur place. Oui, le bio, c'est cher, mais parfois, c'est pas plus cher que d'autres choses. Euh, donc, euh, donc Mm. voilà, donc là, dans un court terme, c'est ça. Dans un long terme, moi, j'aimerais en ouvrir d'autres. Après, avoir aussi ce que la vie me réserve, tu vois. Ouais. Ouais, c'est important d'avoir des projets et puis j'imagine que si on t'avait dit il y a 2 ans que tu en serais là, enfin, tu aurais pas cru donc Il y a un ouais. an, hein, quand j'ai fini mon boulot avec mon ancienne entreprise et que tu vois, je cherchais du boulot, j'étais démoralisée, franchement. Et là, ça a fait justement, au mois de février, ça a fait un an que j'ai quitté mon ancien boulot. Et je me suis dit, t'imagines en un an ce qui peut se passer, enfin, c'est assez impressionnant. Donc, tant mieux. Et justement, je sais plus, un jour, j'avais lu une phrase, tu vois, qui disait euh, que en gros, plus tu commences tôt, moins tu as de chances de regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. Enfin, c'est et c'est exactement ça, quoi. Tu vois, c'est en fait aujourd'hui, je suis contente d'avoir tenu mon engagement et d'y être arrivée. Et bah en fait, tu te rends compte que c'est juste une prise de décision finalement. Et alors, c'est une nouvelle question que je pose dans le podcast. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, je réfléchis à ce que on m'a dit avant de me lancer. En vrai, moi, je suis un peu la mauvaise élève, c'est-à-dire que je te dis pas que je crois que moi, mais souvent j'en fais un peu qu'à ma tête. Ou alors le meilleur conseil que toi tu pourrais donner? Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est un peu ce que je te disais, en fait, si tu as vraiment envie de quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et ça passe par des sacrifices, ça passe par des pleurs, ça passe par des remises en question, ça passe par des échecs. Tu vois, il faut accepter aussi bien le côté sombre que le côté, au contraire, enfin pas lumière, mais tu vois, il faut accepter le côté
pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre avant. Enfin, pour moi, il faut que ça s'équilibre d'une manière ou d'une autre. Et exactement. De toute façon, tout est une question de sacrifice aussi, quoi. Enfin, pour moi, tout est une question de sacrifice, et d'échec. C'est-à-dire que si j'avais pas eu l'échec avec mon bar à vin, peut-être que j'aurais pas monté mon truc aujourd'hui. Mais c'est parce que j'avais eu un premier échec et que j'étais un peu restée sur ma faim que je me suis dit maintenant c'est bon, t'y vas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, est-ce que... je sais pas. Mais pour moi, il faut aussi accepter qu'il y a des parts d'ombre et voilà, mais faut pas se lancer là-dedans en pensant que tout est beau, tout est rose. Non. Il y a des jours où, même il y a des jours aujourd'hui, bon aujourd'hui non, mais t'as des jours où t'y vas et tu te dis, ouais, bon, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des jours où tu te remets en question, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Mais est-ce que c'était le bon emplacement finalement? Et puis en fait, enfin oui, bien sûr, hein, les choses elles sont comme ça, donc ça va, mais il faut être conscient que par moments, c'est pas tout rose. En fait, je pense que quand on est entrepreneur, c'est autant des très hauts que des très bas. En fait, il y a pas, voilà, c'est pas, voilà, c'est un peu le roller coaster, et quoi. tu vois, moi, il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est que, enfin, et ça, j'en parle parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, je trouve. Mais depuis que j'ai lancé mon entreprise, je te dis pas que je me rends compte de la vraie nature des gens, mais c'est que je vois certaines choses chez certaines personnes que j'avais peut-être pas vues avant. Et je pense que c'est bien aussi de se rendre compte de ça, tu vois, de se dire que bah finalement, tu penses être bien entouré, et puis bon, bah t'as quelques déceptions, et ça fait partie aussi de la part d'ombre, tu vois. C'est que finalement, bah tu lances peut-être quelque chose qui est hyper satisfaisant, etc. Mais ça attire aussi bah, des jalousies, ça attire aussi des envieux, ça attire aussi des personnes malveillantes, ça attire aussi, enfin voilà, faut prendre ça en compte. Bah, je pense que dès que tu te détournes un peu du chemin classique, forcément, ça crée des réactions. Enfin, c'est même une simple reconversion, ça crée des problèmes avec son entourage puisqu'on s'écarte du chemin, en fait. Alors, dernière question sur la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Un épanouissement. C'est-à-dire que... Enfin oui, c'est le terme pour moi qui résume tout. C'est-à-dire que pour moi, une reconversion réussie, c'est juste t'es épanoui quoi, dans ton travail. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais ouais, c'est un épanouissement, un sentiment de plénitude, j'ai pas envie de dire que t'es serein au quotidien parce que c'est pas vrai, mais de savoir que tu fais quelque chose qui a du sens pour toi en fait. Ouais, tu sais au fond de toi que t'es sur la bonne voie. Même les jours où tu remets tout en question, t'es convaincue que c'est la place où tu dois être aujourd'hui. Un grand merci Iris. Donc je mettrai les liens de Maison Le Jeune. Donc ta boutique est située au 62 rue de Bouffard à Bordeaux pour les Bordelais qui nous écoutent. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi, c'était super. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.